Bonsoir la fée, bonsoir tout le monde. Est-ce que tu m'entends? Bonsoir Cabinet Noir, comment tu vas? Bonsoir à tous. Ok, ravi de vous retrouver sur ce space. Cabinet Noir, peut-être qu'on peut lancer la musique de générique en attendant Oui. quelques minutes. Merci Cabinet Noir pour ta complicité et participer à ce co-hosting ce soir pour ce premier numéro de Fragments. Alors l'idée ce soir c'était de recueillir vos témoignages, de recueillir vos histoires, un moment assez particulier, un fragment de vie, le moment d'une rencontre, voilà, parce que il y a beaucoup de choses sur la rencontre. Il y a les bonnes, les belles rencontres, il y a les mauvaises rencontres évidemment, mais moi ce qui m'intéresse, ce sont les belles rencontres, celles qui font chavirer, celles qui font changer des destins, celles qui accompagnent, celles qui permettent de grandir, peu importe. Ce moment clé où à un moment donné, vous avez croisé quelqu'un ou peut-être quelque chose. Ça peut être la rencontre avec un livre, un film. Donc, si vous en avez l'envie, si vous en avez le courage, parce qu'il faut beaucoup de courage pour se raconter, on va démarrer avec Zora, qui est montée en femme courageuse et lumineuse comme elle peut être. Bonsoir Zora. Bonsoir Nadia et bonsoir à tous. Merci pour ta participation. Voilà, c'est le premier space en direct. Alors Zora, est-ce que tu peux, là comme ça, de manière spontanée, nous raconter une rencontre qui t'a chaviré? Oh là là. Moi qui suis d'habitude super bavarde, là d'un seul coup, je suis en mode. En fait, j'en ai fait plein des belles rencontres, et c'est ça qui est incroyable. Et du coup, c'est compliqué d'en choisir une parmi toutes ces belles rencontres. Évidemment, hein, la première belle rencontre de ma vie, c'est avec Yves, mais c'est une histoire d'amour. Mais non, j'en ai fait plein, et moi j'allais dire, j'ai envie de vous livrer qu'est-ce qui fait une belle rencontre pour moi, en tout cas. Une rencontre, c'est à chaque fois quelque chose euh, qui crée presque une passion entre deux personnes, qui crée une espèce d'alchimie qui fait qu'on est tout à coup heureux, et qu'il y a des changements qui vont se produire. En fait, une rencontre, ça permet de faire éclore chez soi et chez l'autre, d'ailleurs, il n'y a pas de hasard dans les rencontres, qui permet de faire éclore chez soi des choses qui étaient en sommeil, qui n'étaient pas abouties, qui étaient inconscientes, etc. Et la rencontre permet, c'est un peu comme le printemps, quoi. La rencontre, c'est un peu le printemps. C'est un peu le printemps de la vie. On avance, on a l'impression qu'il se passe rien. Pourtant, on a plein de monde autour de nous. Et puis la rencontre, c'est le petit truc tout neuf, c'est le bourgeon qui va faire qu'il va se passer un truc. Et ça, c'est magique. Et chaque rencontre, en fait, il faut pas lui donner de cahier des charges. Il faut pas se dire, est-ce que c'est quelque chose qui va durer, est-ce que c'est quelque chose qui va être pérenne. Il faut pas essayer de le décortiquer, il faut le vivre. Et quelle que soit l'issue de cette rencontre, pourvu elle est procurée, ou en tout cas qu'elle ait provoqué quelque chose qui a changé dans notre vie et en bien. Et moi, par exemple, mes plus belles rencontres, c'était les rencontres, par exemple, de gens qui m'ont appris à devenir française. Ça, pour moi, c'est les rencontres les plus extraordinaires.
parce que ce sont elles qui m'ont fabriqué et qui m'ont aidé à apprivoiser une identité écorchée, une identité faite d'interrogations, de barbelés, de culpabilité, on appelait ça le cul entre deux chaises, mais le cul entre deux chaises, c'est presque gentil, c'est pire que ça. Et en fait, à chaque fois, j'ai rencontré beaucoup de gens qui, à chaque fois, je sais pas, ils devaient le sentir que j'étais une très bonne apprenante. Et ils m'ont tendu la France. Voilà, tu connais pas la France et pourtant tu es né ici, et ben on va te l'apprendre. Et je l'ai aimé. Et c'est grâce à ces gens. Et je l'ai aimé à travers les livres, à travers la littérature, à travers le français, à travers l'orthographe, à travers la grammaire, à travers le patrimoine, et surtout à travers eux qui avaient rien à voir avec ma vie. Et moi, j'essayais de nouer avec ce pays dont je sentais que finalement, il serait beaucoup plus adapté à ma soif de liberté dont j'avais pris conscience enfant. Et en fait, ces gens-là m'ont accompagnée et m'ont offert la possibilité justement d'apprendre ce pays, de l'aimer et de l'aimer vraiment, j'allais dire, d'en faire le mien, mais partout, dans toutes ses niches, de sa cuisine, en passant par ses chansons, en passant par ses déjeuners, par ses campagnes, par son art de vivre, jusqu'à son gigot et ses haricots, tout. J'ai tout pris de ce pays parce que j'ai rencontré des gens, Geneviève, Suzon, Michel, voilà, je pourrais en citer plein comme ça, et qui m'ont tendu la main et qui m'ont dit viens, on va t'apprendre la France. Voilà, on va pas t'apprendre la France parce que tu t'en es loin, en tout cas tu t'es une pauvre immigrée, etc. Parce que on sent que t'es faite pour elle et elle est faite pour toi. Et ça a toujours été des belles rencontres dans ma vie. Et ça m'a permis justement après, avec tout ce qu'ils m'ont appris, tout ce qu'ils m'ont donné. Alors j'étais déjà prédisposée, parce que j'aimais lire. J'ai aimé la liberté très tôt, j'ai tout de suite pris conscience de l'égalité femmes-hommes et de son importance. J'ai tout de suite compris qu'il y avait des choses culturelles et traditionnelles qui me plaisaient pas. Donc j'étais prédisposée quand même. Mais n'empêche que j'ai trouvé des gens extraordinaires. Et comme j'avais été formée par un père qui m'avait dit, mais tous les êtres humains sont des gens, j'allais dire, il n'y a pas de couleur et il n'y a pas de frontières. Il peut y avoir des gens bien partout. J'étais pas conditionnée à l'origine, à l'ethnie, à la culture, non. Donc j'étais pas déformée par ça. J'avais pas de frontières dans notre famille, on n'avait pas d'intolérance. Et donc ces gens m'ont tendu la main et ils m'ont appris à devenir française. Et ça, c'est des rencontres extraordinaires. Et c'est ces gens-là qui changent notre vie. Et c'est ces gens-là qui changent notre vie. Et ça, c'est une histoire d'amour entre moi et la France, entre la France et moi, entre les Français et moi. Et je l'ai écrit d'ailleurs dans cette gauche qui nous désintègre. Et ben même si parfois je sentais qu'il y avait des Français qui m'aimaient pas, ben une fois que je leur avais imposé ma gouaille, une fois que je leur avais imposé ce que j'étais, ben ils finissaient par m'aimer. En fait, je les ai obligés à m'aimer. Ils avaient pas le choix. Parce que je m'appelais Zora, être la petite fille d'immigré avec ses cheveux bruns tout frisés et puis sa petite tête de petite arabe, et ben je m'en foutais. Je dis je m'en fous, tu dois m'aimer, t'as pas le choix parce que je suis née ici et ok, bon bah d'accord, je vais apprendre, mais en tous les cas t'as pas le choix. Et en fait les Français ils me l'ont bien rendu. Ils me l'ont bien rendu. Je me suis un peu dissoute dans leur mode de vie. Et j'en ai rencontré plein et il y en a encore, qui aiment aussi beaucoup de choses dans nos traditions, dans notre culture, etc. C'est pas un rejet de là où j'étais, mais c'était une communion. Et c'est ces rencontres qui ont permis cette communion. Voilà, j'ai une belle histoire d'amour entre les Français et moi, entre moi et les Français. Je connais presque plus la France que des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et d'ailleurs, j'ai plein de copines qui se fichent de moi parce que j'ai un répertoire musical qui est beaucoup plus fourni qu'elles. Je rigole à chaque fois, je leur sors des chansons, je connais toutes les comptines d'après-guerre, etc. En plus, j'ai fait plein de colos, j'ai fait plein
d'endroits, parfois dans des endroits où il y avait des bonnes sœurs, etc. Et voilà, ma plus belle histoire d'amour, c'est celle-là. Et ça m'a permis tout au long de ma vie, et jusqu'à récemment, hein, c'est vraiment une confidence que je vous fais, il n'y a que récemment que j'ai réussi à totalement me dire, à totalement intégrer cette identité française sans en ressentir ni pique, ni culpabilité, ni interrogation. Enfin, vous vous rendez compte le temps que j'ai mis. En fait, tellement on est bardé d'histoires, etc., de plein de choses comme ça qu'on vous a collé dans votre vie. Et à un moment donné, on se dit, ah, ouf, ça y est, enfin, dans mon identité, je me sens ça, je me sens comme ça. Et en fait, mon histoire, elle est là, elle fait partie de moi, mais elle ne me gêne plus. Elle ne me questionne plus, elle ne m'embête plus, elle ne m'empêche plus de dormir. Et en tout cas, je ne cherche plus rien. Je suis apaisée, apaisée. Ça y est, je suis devenue, comme dirait l'autre, pur beurre et 1000% camembert. Donc voilà un petit peu la rencontre, voilà, qui m'est venue à l'esprit et que j'avais envie plutôt de partager avec vous. Bah, Voilà. elle est magnifique, merci Zora. Alors justement, d'après toi, qu'est-ce qui peut favoriser le fait d'aller vers cette communion? C'est quoi le petit plus qui va aider justement à franchir ce cap? Qu'est-ce qui facilite? Est-ce que c'est dans la personnalité? Est-ce que c'est l'environnement? Qu'est-ce qui permet à chacun de nous d'y aller de manière plus aisée, sans peur, j'ai envie de dire? Bah, la première prédisposition, c'est l'ouverture à l'autre et puis la confiance en soi. L'amour, toi tu parles de la rencontre ou de la rencontre avec, dans mon cas, moi, de la rencontre en général? La rencontre en général et bien sûr ramener à ta propre expérience. Bah, mais ce qui fait que l'autre est attentif, c'est quand tu lui offres la possibilité de pouvoir faire des choix par lui-même et que tu lui en donnes toutes les clés, que tu lui imposes rien. T'es attentif, t'as envie de faire ça, etc. Je t'explique. Voilà tout ce qu'il faudrait, je te donne tous les ingrédients pour y arriver. Donc maintenant tu sais, et donc tu as tout pour le faire. Voilà, offrir, transmettre, offrir et partager, et on prend. Et après on en fait ce qu'on veut. Je pense que une des choses importantes dans l'éducation, c'est de dire ça aux enfants. Quand on te transmet, quand on partage, t'es pas obligé de prendre, t'es pas obligé de mettre en application ce que l'on te donne, mais tu peux prendre et ça te permet de réfléchir, ça te permet de choisir, ça te permet d'avoir les éléments et les ingrédients pour pouvoir faire tes propres choix. Mais quand tu sais pas, quand tu es tout seul, quand tu partages pas, quand tu te frottes pas aux gens, parce que chaque être humain est un livre, chaque être humain est un apport pour l'autre. Nous sommes tous des apports pour l'autre. Moi, je dis toujours que même un con est intéressant, même quelqu'un qui vous déçoit, même quelqu'un, c'est toujours on apprend toujours de tout le monde. Et donc, il faut apprendre à prendre et surtout apprendre à trier ce que l'on reçoit ou ce que l'on prend. Voilà. Et c'est ça qui est important. Se frotter à l'humain, c'est extrêmement compliqué, c'est douloureux, ça peut être violent. Moi, je fais partie des gens qui ont pas d'antenne, qui ont pas cette capacité à détecter est-ce que autrui va me faire du mal, etc. En général, je m'en rends compte après, mais je m'en suis toujours sortie en me disant, dans le mal que j'ai subi, qu'est-ce que je peux tirer qui pourrait justement moi m'élever et m'apprendre. Voilà. À chaque fois, est-ce qu'on peut apprendre? Est-ce qu'on peut apprendre de ce qu'on a vécu? C'est ça qui est important, tout de suite se mettre en mouvement. Voilà un petit peu comment je vois les choses. Merci beaucoup Zora, merci pour ce partage et ces merci pour votre confidences. écoute. Alors, on va passer la parole à Mustang. Bonsoir Mustang. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ravi de t'écouter. Alors Mustang, pour toi, ta plus belle rencontre. Alors moi j'en ai deux, j'en ai une très longue et une un peu plus courte. Alors je vais prendre la plus courte. Et si jamais j'ai l'occasion de reprendre la parole, je raconterai la plus longue. Avec grand plaisir.
Alors la plus courte, elle a eu lieu il y a 1 an ou 2, et je faisais mes courses dans ma petite ville, et je suis tombée sur l'acteur Francis Perrin. Et comme chacun sait, enfin si vous le savez, Francis Perrin a un enfant autiste. Voilà. Et c'est un acteur et une personnalité qui est simple comme pas deux, qui est maire de son petit village à côté de chez moi, et qui n'est pas quelqu'un du showbiz comme on pourrait appeler. Et j'ai eu le courage de l'interpeller devant la poste et de lui poser des questions sur l'autisme, comment il avait fait avec son enfant, etc. Et sans complexe, il a pris tout son temps pour m'expliquer, pour me parler, et de voir un acteur qui a pris du temps pour moi, une personne complètement lambda, avoir une discussion sur l'autisme pour mon fils, me donner des conseils, etc. Eh ben j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça tellement bien que voilà, voilà, je vous en ai fait part. Pour moi, c'était une très 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 belle rencontre. Et d'ailleurs, je le rencontre souvent puisqu'on le voit souvent Et maintenant, c'est une personne qui me dit bonjour régulièrement. Voilà, c'était ma petite part de vie que je voulais vous faire partager. Merci beaucoup, Mustang. C'est vrai que souvent on a une appréhension vis-à-vis de personnalités, surtout si elles sont très très connues. Et puis quand on ose justement franchir ce pas comme tu l'as fait, on se rend compte que finalement ce sont des êtres très souvent qui ont beaucoup d'insécurité, mais aussi beaucoup d'humilité. Voilà. Donc, mais en tout cas, je suis ravie que tu aies pu croiser Monsieur Perrin. Je sais que c'est quelqu'un comment dire, de très humaniste, mais au-delà de ça, qui a vraiment cette humilité incroyable, et qui est dans un combat qu'on connaît, puisqu'il en parle, il en a fait un livre, un combat très très important justement pour comprendre l'autisme et tenter de trouver des solutions. Merci beaucoup, Mustang, pour ce petit moment. Alors, on va passer la parole à Noisette. Bonsoir, Noisette. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les amis. Bonsoir à toi. Alors on interagit pas souvent toutes les deux, oui, mais écoute, je suis ravie de t'avoir sur ce space parce que je t'entends souvent, et tu me touches beaucoup. Évidemment, comme de nombreuses personnes ici, j'en suis sûre. Mais j'apprécie vraiment beaucoup ton humilité, ta sincérité, et puis ce côté spontané quand tu t'exprimes. Voilà. Écoutez, merci, c'est gentil. Bienvenue à toi, et merci en tout cas pour ce que tu as à nous partager. Alors, Noisette. Moi, je vais te partager pas une célébrité. Oui. Enfin, c'est dans mon tempérament, vous allez voir. Je vais juste vous partager. Ma plus belle rencontre a été celle de ma meilleure copine, qui malheureusement est partie. Elle m'a quittée. Et vous savez, c'était dans début des années 80. Je rencontre une adolescente plutôt, blonde aux yeux bleus. Son père était polonais, ses parents étaient polonais. Moi, j'étais marocaine. Elle était blonde aux yeux bleus. Moi, j'étais une petite brune aux yeux marrons. Elle était catholique. Moi, j'étais une musulmane. Et ça a été le coup de foudre. Ça a été le coup de foudre jusqu'à ce que je parte pour joindre l'homme de ma vie en Espagne, et qu'elle est partie faire le tour du monde. Et je l'ai perdue de vue, et j'ai appris il y a pas longtemps qu'elle était morte. Et ça a été la plus belle histoire d'amour de ma vie, d'amitié. Et excusez-moi de ne pas en dire plus, mais ça a été ma plus belle rencontre. Merci beaucoup, Noisette. Merci.
Comment elle s'appelait, cette amie? Elle s'appelait Danielle. Danielle. Alors, on va envoyer plein de cœurs pour Danielle et on va avoir une pensée pour elle. Oui, j'ai toujours été terriblement triste de l'avoir perdue de vue parce que c'était mon âme sœur. Et quand on rencontre quelqu'un qui se connecte tellement bien avec nous, qu'on se dit que on n'en trouvera jamais rien d'autre de pareil. Excusez-moi, j'en dirai pas plus. Et bonne soirée. Merci Noisette. Beaucoup de respect à toi et un grand big up. Alors Mustang, tu souhaitais nous raconter une autre rencontre qui était un petit peu plus longue, mais c'est pas grave. On a un petit peu de temps devant nous. Si tu souhaites le faire. Oui, c'est quand j'avais 20 ans. J'étais en bac professionnel de secrétariat touristique trilingue et durant mon cursus, j'ai dû aller faire un stage, ce qu'on appelait un stage en entreprise d'1 an, et je devais choisir un pays anglophone. Alors donc, j'ai choisi l'Angleterre parce que c'était proche de mes parents, de chez moi, puisque à l'époque j'habitais à côté de chez Noisette, là-bas j'habitais Lille à l'époque, et de temps en temps j'aurais pu comme ça revoir mes parents parce qu'un an sans les voir ça aurait été peut-être un peu long. Donc j'ai choisi l'Angleterre. Et donc me voilà partie donc avec mes bagages toute seule dans un pays que je connaissais pas, parlant la langue scolaire, comme on peut dire. Et puis là, je suis arrivée dans une entreprise qui s'appelait la British Sugar, et j'ai rencontré des gens là-bas, dont un patron. J'en ai jamais connu un patron comme ça. D'une gentillesse, ils m'ont mis à l'aise tout de suite. Ce sont des gens, on dit que les Britanniques sont un peu froids. Eh ben, pas du tout. Ou alors j'avais un a priori. Et il m'a mis dans l'ambiance tout de suite. D'ailleurs, j'ai logé chez eux dans leur propre maison. Ils m'ont accueilli et j'étais comme la fille de la famille, c'est-à-dire que je faisais partie de la famille pendant 1 an, de ces gens-là, de ce directeur de société. Et franchement, toutes les anecdotes que j'ai eues là-bas ils m'ont fait vivre pendant 1 an, on en fait des choses, ils nous ont fait découvrir des choses, même des choses que je n'aurais jamais pensé faire un jour dans ma vie. Style jouer au golf, alors c'est très compliqué, on fait des trous de partout. Voilà, ce genre d'activité, et moi je ne dirais plus jamais de ma vie que les Anglais sont froids, que les Anglais n'ont pas d'humour, que les Anglais ne savent pas vivre, comme beaucoup le cliché que nous on a en France. Et moi, il est révolu ce cliché parce que il y a des belles personnes de partout, dans tous les pays, mais là, franchement, j'ai rencontré un couple vraiment formidable, et j'ai toujours des rapports avec eux. D'ailleurs, je les ai souvent au téléphone, et depuis mes 20 ans, ils ne m'ont jamais oublié. Jamais. Tous les ans, ils m'envoient une carte, tous les ans, ils m'appellent. Régulièrement, ils prennent des nouvelles de mes enfants, je prends des nouvelles des leurs, et voilà. Et c'était une rencontre formidable, professionnelle, mais aussi familiale, amicale, et ça, je crois que je ne l'oublierai jamais. Merci Mustang, ça c'est une belle tranche de vie. Merci beaucoup Mustang. On va passer la parole à Yvette. Voilà, bonsoir Yvette. Bonsoir Nadia. Alors Yvette, c'est son premier space, c'est la première fois qu'elle s'exprime, devant un auditoire. Merci Yvette pour la confiance. Alors Yvette, racontez-nous votre plus belle rencontre. Alors la plus belle rencontre, ça a été avec l'homme de ma vie. Voilà. Je travaillais chez BMW à l'époque. J'étais secrétaire chez BMW, une très jeune secrétaire. J'habitais Ménilmontant, le métro Couronne tout précisément. Et normalement, le siège était à Villiers et je devais descendre faire une correspondance à Belleville. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. J'avais pas envie, donc je suis descendue au métro Belleville. Métro Belleville,
en marchant. J'ai rencontré un ami que je connaissais par une personne interposée. Et ben, parmi ses amis, il y avait Claude. Et Claude me prend ma main. Bonjour mademoiselle. À l'époque, je suis pas toute jeune quand même. À l'époque, ça se faisait quand même autrement. Claude prend la main. Au lieu de baiser ma main, il baise la sienne. Il était habillé avec un long pull. Il n'était pas rasé. Il avait les cheveux un peu longs. Donc rien qui m'inspire confiance. Et puis il y a eu quelque chose. Il y a eu une étincelle. Et puis voilà. Et ça a été un homme extraordinaire. Ça a été pour moi la plus belle rencontre. Et puis surtout que lui, natif tunisien. Moi, enfant, je suis née à Paris, mais de parents réfugiés polonais. Donc nous avions vraiment nous étions dans deux mondes différents. Pas du tout les mêmes, comment dire. Pas la même culture. La même culture. Merci Nadia. Donc, mais je crois que tous les deux, on savait que ça allait être le jour. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et ça a été la plus belle rencontre, alors que rien ne prédisait à ce que je descende au métro Belleville, au lieu de continuer et d'aller vers chez moi. J'étais jeune, j'avais 18 ans quand même, hein. Et puis voilà, c'est comme ça que notre idylle a commencé. La rencontre du feu et de la glace. Tout à fait. Alors, c'était la rencontre de deux êtres et du coup, la rencontre de deux familles et de deux cultures. Deux cultures différentes, mais alors complètement à l'opposé. Complètement à l'opposé. Moi, j'étais dans une maison où on parlait le yiddish avec mes parents. Claude, ses parents étaient encore en Tunisie, mais francisés, hein, bien sûr. Claude avait fait des études, il avait continué ses études lorsqu'il est arrivé en France, mais c'était carrément c'était l'opposé. Rien n'aurait pu permettre quoi que ce soit. Alors justement, qu'est-ce qui a fait que la mayonnaise a pris? Qu'est-ce qu'a fait? Mais je suis tombée sur un mec super. Si vous voulez, quand j'ai connu Claude, mon père était très malade. Et Claude était très grand. Pour moi, ça allait être mon père, mon confident, mon copain, mon ami. C'était tout à la fois. Voilà. En lui, dans ses yeux, et puis lui aussi, je pense qu'il a compris que j'étais à une période de ma vie où voilà, on était très esselés, j'étais pas bien. Une maman qui pleurait son mari qui était très malade, une sœur qui avait 11 ans, donc on était au plus mal. Mais je pense que Claude a dû saisir ce petit truc et puis il avait une âme. C'était comme ça. Il y avait le petit truc, il y avait les étoiles. Et bon, après, Claude est reparti en Tunisie, mais à l'époque, il n'y avait pas le portable, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas le portable. Moi, j'avais pas le téléphone à la maison. Eh ben, Claude était parti, mais j'étais même pas au courant. C'est les amis avec lesquels nous sortions qui m'avaient dit, tu sais, Claude est reparti en Tunisie. Bon, alors moi-même, je me suis dit, voilà, c'est foutu, c'est pas la peine. C'est comme ça. Mais ce que j'ai appris bien plus tard, beaucoup plus tard, Nadia, c'est que marié, mais je l'ai bien appris 45 ans, Claude me l'a avoué, c'est que lorsque lui est parti, parce que son frère, ses parents qui habitaient, puis il y avait son frère qui habitait en Tunisie, qui venait d'avoir un petit garçon, donc il était parti voir ce petit garçon, voilà, qui venait de naître, qui était son petit neveu. Et il y avait un autre copain à lui, avec lesquels nous sortions, qui lui aussi voulait sortir avec moi. Bon, et Claude lui avait dit, écoute, c'était une sorte de transaction. Le premier des deux auquel Yvette, parce que je ne comprenais pas comment ça se fait que l'autre ami venait tous les jours à mon arrêt d'autobus
où pendant un moment, ou alors à la station du métro, qui m'attendait, puis il m'attendait avec un petit paquet de bonbons. Bon, à la limite, ça commençait à m'envahir un peu. Mais je n'avais pas compris. J'ai eu, si tu veux, si vous voulez, le pourquoi de la chose, bien plus tard, en lui disant, écoute, on avait fait un deal avec toi, et ben, le premier des deux où tu serais plus ou moins consentante, et ben, il y a l'autre qui lâcherait l'affaire. Voilà. Et comme j'avais pas répondu aux attentes du premier, eh bien, Claude est revenu à la charge. Voilà. Et puis, chez nous, bon, il y a quand même il y a 2 générations, hein. J'ai 75 ans. Maman, quand Claude venait, m'est accompagnée d'amis, de copains, parce que c'était jamais seul, et qui sifflait devant la fenêtre pour que je descende. Ma mère, qui a vu les voisines se mettre à la fenêtre, et elle m'a dit, Yvette, stop. Soit il monte et il vient me voir, sans ça, tu ne sortiras plus. Et ben, quelques temps après, Claude, je me rappellerai toujours, il est venu à la maison. Enfin, il est venu en bas. Il a sifflé avec un bouquet de roses. Je suis descendue. Et puis, il me dit, tiens, tu donneras ça à ta mère. J'ai dit, non, tu le donneras tout seul. Sans ça, je ne pourrais pas descendre. Et c'est comme ça que notre idylle a commencé. C'est magnifique, c'est magnifique. Combien d'années? Combien d'années? Plus de 50 ans de mariage. Ouais. Mais de mariage, j'ai eu quelqu'un de super. Un père de famille exemplaire, un grand-père magnifique, qui a donné, vous savez, les bonnes marches de la vie, savoir que mon grand regret, c'est que je vais être arrière-grand-mère et que lui ne pourra pas assister à tout de pouvoir marier un petit-fils déjà. Pour moi, c'est une bénédiction. Parce que chez moi, bon, mes parents, toute leur famille étant décimée et tout, ben, j'ai pas eu la chance de pouvoir avoir un grand-père, une grand-mère. Et je me dis que moi, être devenue grand-mère, c'est une bénédiction pour moi. Puis j'ai quand même 8 petits-enfants. C'est une merveille. J'ai 3 filles que j'adore, qui sont adorables. Voilà. Mais c'est magnifique. C'est magnifique, Yvette. Alors, moi, je le sais, vous étiez tous les deux de même confession et pour autant, pas de même culture. Et à l'époque, déjà, on appelait ça des mariages mixtes. Ah, c'était l'horreur au début. Ça a été l'horreur parce que, comme je vous le disais, papa étant très fatigué, déjà à l'époque, il avait un cancer. Lorsque maman m'a vu sortir avec Claude, tunisien, moi polonaise, 2 cultures différentes, les amis, les copains qui entendaient ça, mais tu te rends compte, tu vas être mariée, ta fille va être mariée à un Tunisien. Le truc qu'on avait à l'époque, il aura un enfant chaque année, il sera au chômage. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Dans quelle angoisse tu vas avec ta fille? Et puis on voulait à tout prix me faire connaître quelqu'un qui correspondrait au schéma de la vie de Polonais, enfin et tout, ayant la même culture, parlant le yiddish et tout. Que là, c'était complètement différent. Complètement. Mais j'ai tenu tête. Maman est allée demander, Belleville était cosmopolite. Il y avait aussi bien des Tunisiens que des Polonais, que nous vivions avec des musulmans. On était, tout était dans le même quartier, hein, à l'époque. Et puis, il y avait un couple qui connaissait très bien la famille de Claude en Tunisie, puisque les parents étaient dans le commerce du bois et la grand-mère tenait une sandwicherie à la Goulette. Voilà. Et donc, les renseignements par ma mère ont été pris. Les autres personnes aussi se demandaient si moi, j'étais faite pour Claude, parce que il n'était pas dit que ça pourrait marcher non plus, hein, de cultures différentes. Et puis, en fin de compte, ça a été la plus belle histoire. Voilà. Une très, très belle histoire. C'est magnifique. Merci beaucoup, Yvette. Alors, justement, à l'époque, autre mœurs, autre code. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Je crois que les codes sont plus les mêmes. On est à l'ère où
le téléphone, les médias, l'internet, tout. Attention, je ne suis pas contre, hein, parce que j'ai la chance d'avoir des petits enfants qui m'initient très bien aux joies de l'internet et du téléphone portable et tout. Mais c'est plus du tout les mêmes codes, c'est plus du tout les mêmes choses, c'est plus les mêmes relations, c'est plus. Tout a changé, tout a changé. Et à mon grand regret, parce que je sais pas, c'est plus du tout la même époque. Bon là maintenant la mixité, parce qu'en fin de compte, moi je faisais partie d'un mariage mixte, moi polonaise, mon mari tunisien. Bon, on a toujours été très tradition même, hein, dans notre manière de faire dans le rite religieux. Donc toujours très. La seule chose, c'est que nous, maman faisait cachère, mais à l'époque, on n'avait pas ces choses assez strictes. Nous, avant, on connaissait pas tout ça. Hein. C'est tout. On allait chez le boucher juif d'à côté, puis c'est tout. Hein. Parce qu'on mangeait pas de porc. Tandis que lorsque les Tunisiens, les Marocains sont arrivés, il y a eu cette histoire d'acheter cachère plus que cachère. C'était complètement différent. Mais bon, moi, ça ne m'a jamais. Notre complicité avec mon mari a tellement été parfaite à tout niveau, parce que j'ai travaillé avec lui, j'étais sa secrétaire. Attention, il y avait des engueulades, hein, parce que des fois, je n'étais pas d'accord et puis non plus. Mais c'était un homme qui était très sain, à l'avant-garde, très avant-gardiste, puisque c'était comme ça. Et dès que j'étais en âge d'avoir, parce que quand je me suis mariée, maman a dû signer, c'était 21 ans, j'avais 20 ans, donc j'ai dû attendre que maman valide ma majorité pour me marier. Et dès que nous avons commencé à travailler ensemble et qu'on a pu, parce qu'on s'est mariés, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien du tout, il y avait aussi cela. On était vraiment ça a été au début, ça a été très compliqué. Mais dès que j'ai pu, mon mari faisait tout pour que je conduise, que j'ai ma voiture, que j'ai mon permis. Pour lui, c'était une évidence, afin que je sois libre de tout acte et de pouvoir faire, aller et venir, que d'autres personnes peut-être ne l'ont pas eu. J'ai eu beaucoup de chance. Merci beaucoup Yvette. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour ce témoignage très chargé, des pensées pour Claude, voilà, qui peut-être nous entend de là où il est. En tout cas, une belle, une magnifique, une grande histoire d'amour. Comme quoi, finalement, il n'y a pas que dans les livres et dans les films. Hein. L'amour transcende. L'amour transcende tout et favorise la rencontre, en tout cas. Absolument. D'où qu'on vienne. Absolument. Merci beaucoup Yvette, merci. Bonsoir Zinga. Bonsoir à tous. Alors Zinga Blue, en fait, c'est mon prénom d'écrivaine. Mon vrai prénom, c'est Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir à tous. Alors moi, ma rencontre la plus belle de ma vie, je suis pas non plus toute jeune, j'ai 64 ans. Je suis partie en 89 avec un ami à moi en Algérie. Un ami qui avait 20 ans auparavant déjà fait un très grand voyage en Algérie. Et il m'a convaincue, il m'a dit « Christine, viens, il faut que tu découvres ce pays, c'est absolument magnifique ». Donc on arrive à Alger avec la voiture, une voiture pas vraiment 4x4, une espèce de caisse à savon. Et on commence à se diriger un peu partout. On arrive à ce que certains vont reconnaître, Bougie, Béjaïa. Donc déjà, je vois des différences entre ce que j'avais vu à Alger et puis Béjaïa. Et on commence à partir vers le plus montagneux de la Kabylie, c'est-à-dire on se dirige vers Tizi Ouzou. À mon grand malheur, je ne sais plus du tout le nom du village où on s'est arrêté. Moi, je suis très cosmopolite. J'ai habité plus de 20 ans en Allemagne, 5 ans en Haïti. Donc moi, apprendre d'autres langues, c'était vraiment très naturel. Et donc, en arrivant en Algérie, j'avais appris à dire choukran, alf choukran, merci, mille merci, etc. J'étais toute fière de moi.
Et j'arrive dans ce petit village, il y avait une petite épicerie. Et donc, toute contente, j'achète des petites choses et je dis à la dame, choukran. Et cette dame me dit, ah non, ah non. Elle me dit, ici, on dit pas choukran, on dit, alors je vais mal le prononcer, sanemirt. Je la regarde, si, ah bon. Et c'est vrai que j'avais remarqué déjà au niveau des vêtements que c'était beaucoup plus coloré, c'était un petit peu différent. Enfin, les vêtements des femmes kabyles sont quand même un petit peu différents. Et puis elle me dit oui, nous ici on est en Kabylie et donc on a une langue qui s'appelle la massir et c'est pas du tout la même chose, mais très gentiment, souriante, etc. Et elle avait un français assez bon et elle nous invite à manger. Voilà. Elle nous invite à manger avec moi et mon ami Günther qui était lui allemand et son fils arrive. Un de ses fils arrive qui avait 25 ans à peu près, voilà. Et lui, ce garçon a commencé à pas tout de suite, mais tout doucement, à parler de la Kabylie, de ce qui s'y passait, etc. Et avec une colère rentrée. On sentait ce garçon, mais complètement, comment dire, il avait pas de haine, mais il avait une vraie colère pour sa culture, pour sa langue, pour ce peuple kabyle qui apparemment déjà en 89 souffrait quand même pas mal. Je suis restée de cet accueil dans cette famille, de cette douleur, mais que je n'imaginais pas. En fait, je suis arrivée dans ce pays en me disant, je découvre l'Algérie, et dans ce pays, l'Algérie, je découvre une autre Algérie dans l'Algérie, un autre peuple dans l'Algérie. D'ailleurs, là, maintenant, depuis quelque temps où j'ai un peu plus de temps, je commence à apprendre la massir, le kabyle. J'ai beaucoup d'amis en Kabylie, mais j'ai aussi beaucoup d'amis, algériens qui ne sont pas kabyles. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. J'ai découvert toutes ces cultures amazighes qui ne sont pas que les Kabyles, mais qui sont les Chleux, etc. Enfin, je vais pas vous dire tout ça. Ce que je veux dire, c'est cette femme qui avait cette robe absolument magnifique, ce garçon qui était absolument plein d'une colère rentrée. Et j'ai su bien après, parce qu'en 2001, quand il y a eu les fameuses l'horreur absolue, parce qu'il y a eu quand même 127 morts en 2001, en avril-juin 2001. Ils ont tiré à balles réelles sur les jeunes Kabyles qui manifestaient. Je sais même pas si ce jeune garçon est peut-être mort. Enfin voilà, je ne saurais jamais. Moi, j'étais en Haïti, j'étais confrontée à des émeutes dans les pénitenciers de Haïti, donc à l'époque, je n'étais pas au courant. Voilà, je l'ai appris en revenant en 2002 en Europe. Oui, je sais pas comment vous dire. C'est cette noblesse, cette façon de parler, de rester malgré tout, comment dire, très très fier. Et aussi, ce que je voulais aussi noter, c'est de toute façon les rencontres que j'ai eues en Algérie, l'accueil que j'ai eu. Parce que moi, française, j'ai dit à mon ami Günther, oh là là, moi, française, je vais être accueillie comme mal accueillie, parce que française, justement, et pas du tout. Tout le monde a été absolument magnifique avec moi. Au contraire, j'ai eu des tas d'autres rencontres avec parce que j'ai fait vraiment le tour de l'Algérie. Je suis allée jusqu'à Djanet, Tamanrasset, j'ai remonté la route du Tanesrouf. Enfin, j'ai 2 mois, on a fait un tour de plus de 2 mois.
Et j'ai absolument eu des rencontres magnifiques. Et croyez-moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai beaucoup travaillé en humanitaire. J'ai été aussi en Turquie pendant le tremblement de terre de 99. Mais cette rencontre avec cette femme kabyle qui était, alors c'était une jeune veuve hein, qui tenait cette petite épicerie avec son fils, et de voir leur colère d'une culture niée, parce qu'à l'époque le kabyle n'était vraiment pas reconnu hein. Là maintenant ça a changé un petit peu, heureusement. Ils ont le droit de mettre des noms amazigh à leurs enfants, mais c'était oui, ça m'avait complètement bouleversée, oui, de découvrir dans un pays qu'il pouvait y avoir pratiquement une toute autre culture, une toute autre langue, une toute autre mentalité dans le même pays, quoi. Voilà. Et je reste une farouche, effectivement. Je suis très très accrochée à les aider au mieux que je peux, voilà, tout en restant très attachée à ce que j'ai découvert en Algérie globalement, hein, parce que c'était absolument magnifique. Mais oui, cette rencontre, j'invite tout le monde qui connaît un petit peu l'Afrique du Nord à se pencher sur l'histoire du Maghreb, parce qu'elle est pas si simple que ça. D'abord, dire Maghreb, c'est une erreur de toute façon. Et il y a de belles choses à découvrir, les tatouages, les vêtements, la culture, la langue. C'est absolument magnifique, et je comprends aussi la colère de mes amis kabyles quand ils entendent par exemple qu'il faut apprendre l'arabe. Ils disent non, nous on veut apprendre la mafir à nos enfants, on veut pas apprendre l'arabe. Voilà, c'est quelque chose que j'entends hein, effectivement. Voilà, mais ça a été une rencontre à la fois douceur, sourire. J'avais jamais vu autant de colère contenue et de douleur. Voilà. Ça a été vraiment impressionnant pour moi. Voilà, je voulais en reparler aujourd'hui parce que Dieu sait que j'ai eu vraiment, vraiment des rencontres, même en Haïti, même en Turquie, absolument, en Allemagne, en France, partout, hein, partout où j'ai voyagé, absolument magnifique. Mais celle-là, en 89, ça a été vraiment celle qui aujourd'hui me conduit encore, quoi. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous, ça me touche beaucoup parce que vous, quelque part, vous parlez aussi un petit peu de mon histoire. Je suis moi-même d'origine kabyle, donc ça me parle, ça me parle. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Alors, je ne le parle pas, je le comprends pas, hélas, mais je le ressens au fond de mon âme, je peux vous dire. Mais c'est magnifique. Merci beaucoup, merci pour ce partage. Merci à Zora, merci à Faisal. J'espère qu'on se rencontrera ou qu'on aura le loisir d'échanger vraiment ensemble. Avec Faisal, on a pas mal échangé sur beaucoup de choses. Voilà, je vous remercie tous. Vous avez des spaces vraiment magnifiques. C'est aussi quelque chose que je découvre depuis pas très longtemps. Voilà. Et moi, je suis une dame de 64 ans qui a repris le collier, qui a repris le travail, parce qu'il faut être solidaire avec nos nouvelles générations. Je suis toute seule avec une petite de 20 ans qui a un handicap, qui est en alternance, et c'est trop compliqué. Je pouvais pas partir en retraite. J'ai une toute petite retraite. J'ai sacrifié ma vie à l'humanitaire. Je m'en fous. J'ai vécu tellement de belles choses que je m'en fous. Mais voilà, c'est pas facile. Voilà, on fait partie des petites familles monoparentales bien en difficulté, mais je regrette rien. Sincèrement, je regrette rien. Mais vous êtes une belle personne, voilà. Mais merci, je suis contente de faire votre connaissance. Ne changez rien. En tout cas, bienvenue sur Fragment. Si on est amené à faire d'autres spaces ou sur Macronar FM, voilà, vous aurez une place de choix. Fragment, c'est le nom du podcast. Donc oui, voilà, n'hésitez pas. Cabinet Noir mettra le lien en commentaire. Et voilà, il suffit de vous abonner et vous aurez accès aux différents portraits. Vous pourrez retrouver le portrait de Zora, celui de Faisal et bien d'autres. Voilà. Vraiment, merci à tout le monde. À très bientôt. Merci. Alors, on va écouter Sylvie
Et ensuite, ce sera David. Bonsoir Sylvie. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur notre Space Fragment. Merci. Pour cette première interaction. Et alors Sylvie, racontez-nous votre plus belle rencontre. Alors la mienne, donc en fait j'étais militaire, j'ai eu des problèmes de santé, donc à la fin de mon contrat, je suis revenue à la vie civile et j'étais maman célibataire avec mon petit garçon de 3 ans. Et dans la ville où j'habite, en ruralité, il y avait pas de travail. Voilà, à part l'usine, il y avait vraiment rien d'autre. Et j'ai appris une année, j'ai appris que le chef du service de la maternité de l'hôpital démissionnait pour s'installer en ville. Et donc j'ai regardé dans l'annuaire s'il y était, et par chance il y était. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai téléphoné pour lui dire donc que j'apprenais qu'il allait s'installer en ville et que j'étais intéressée pour je faisais des heures de service en salle en pizzeria, et donc pour arrondir mes fins de mois, pour faire le ménage du cabinet, voilà, ça m'intéressait bien. Et en fait, très gentil, il me dit: est-ce que vous êtes disponible cet après-midi? Si oui, venez chez moi avec votre CV et votre lettre de motivation. Bon, donc je m'y rends. Il prend ma lettre de motivation et après l'avoir lu, il me dit je vois. Alors, pour information, je ne suis pas cultivée, je ne suis pas instruite puisque j'ai quitté l'école tôt. Et donc, je suis dyslexique et je suis vraiment une bille en orthographe. Et donc, son je vois en disait long sur ce qu'il venait de lire sur ma lettre. Et il me dit une chose incroyable. Il me dit: alors, pour les heures de ménage, c'est non, puisque c'est l'aide ménagère de ma maison depuis des années qui va s'en charger. Par contre, je vous veux comme secrétaire. Et là, franchement, c'était la surprise, parce que je lui dis: mais enfin, vous avez lu ma lettre, vous voyez qu'en plus je n'ai aucune compétence. Et il me dit: oui, mais quand je vous ai eu au téléphone, j'ai su que c'était cette voix-là que je voulais. Et en vous voyant et vous voyant si souriante, je sais que c'est ce sourire-là que je veux pour mes patientes. Et en fait, donc il m'a effectivement embauchée, et en fait c'est mon mentor. Il a été exceptionnel de patience, c'est-à-dire que tous les soirs, je faisais les courriers donc aux confrères, etc. Tous les soirs, il les corrigeait. Tous les soirs, il m'expliquait pourquoi je n'avais pas fait le bon accord, etc. Jamais il ne m'a reproché quoi que ce soit. Jamais. Il m'expliquait tout. Il était hyper pédagogue. Je recommençais les courriers 3, 4, 5 fois s'il le fallait. Il ne m'en voulait jamais. Il finissait au fil des ans par me féliciter, de moins en moins me corriger. Mais franchement, quand on a la chance de tomber sur un employeur en or comme ça, qui vous donne une seconde chance dans la vie, qui vous aide sincèrement, parce que quand il est parti à la retraite, il s'est pas arrêté là. Si derrière j'ai pu travailler dans des cabinets dentaires, au laboratoire d'analyse, c'est grâce à lui, parce qu'il m'a pistonné. Il a appuyé mes demandes quand les autres téléphonaient pour lui dire bon, elle a postulé, qu'est-ce que t'en penses, machin. Il disait mais oui, il faut y aller, vous allez voir, etc. Franchement, c'est la plus belle rencontre que j'ai faite, parce que un patron comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, c'était mon témoignage. Merci beaucoup. Merci Sylvie, merci beaucoup. J'étais prise par l'émotion aussi. C'est vrai que dans la vie, il y a les rencontres sentimentales, on y est un peu plus habitué en tout cas, mais il y a aussi les rencontres professionnelles qui font grandir et qui permettent des fois de changer complètement de vie. Alors François, c'est à qui le tour? C'était à David. Eh bien, bonsoir David.
Bonsoir David. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Ah, parfait. Alors des rencontres, les belles rencontres, il y en a eu plein dans ma vie. Les plus belles rencontres, évidemment, ce sont ma rencontre amoureuse et évidemment la rencontre de mes enfants quand ils sont nés la première fois, quand je les ai vus. Parce que moi, contrairement aux mamans, j'ai envie de dire, euh, je n'ai pas, euh, je n'ai pas eu la chance de pouvoir les vivre pendant 9 mois comme ça en totale complicité. Donc voilà, j'attendais avec impatience la délivrance. On appelle ça comme ça dans ma culture. Et quand ils sont nés, voilà, les plus belles rencontres, ce sont mes enfants. La plus belle rencontre, c'est ma dernière rencontre amoureuse qui a changé ma vie complètement. Mais je ne vais pas vous parler de celle-là, plutôt d'une rencontre professionnelle pour varier un peu les sujets. Je suis artiste, donc j'ai toujours rêvé de faire des disques, de faire une carrière en France. Je demandais pas énormément, mais je demandais. Et puis, il y a une chose dans les rencontres, c'est que souvent elles se font par ricochet comme si elles étaient programmées et quoi qu'on fasse, elles vont arriver d'une manière impromptue ou pas. Même si on tourne le dos, la rencontre se fait quand même parce que il y a comme une sorte de destinée. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé moi. Et je faisais une saison en Corse. Je m'y attendais pas du tout. C'est un ami qui me dit, tiens, tu viens chanter, tu fais un peu de batterie, machin, etc. Puis il me vient une idée en allant en boîte de nuit, j'avais un thème de jazz qui restait en tête, de mélanger le jazz et là il y avait un beat de funky et je me suis dit tiens ce serait marrant de produire ça et de mélanger le jazz et le funk et donc en Est-ce que rentrant à tu veux Paris en l'écouter, septembre. David? Non, non, les gens l'écouteront s'ils veulent. J'ai je, mélangé donc le jazz. je veux la partager. Je la partage. Merci Kavinena, merci beaucoup. Et donc j'ai mélangé le jazz et le rap, ça se faisait pas, ça n'existait pas. Je rentre, je produis ça, je fais un clip avec des potes et tout pour pouvoir promouvoir la chose. Et puis je vois un documentaire d'un monsieur de Jean-Michel Jarre sur un gros concert énorme parce qu'il fait que des gros concerts de fou planétaires. Et il parle de son producteur et je me dis tiens ce mec-là c'est peut-être un des rares mecs en France qui aurait les burnes d'y aller. Et genre 3 jours après, on refile notre titre à un éditeur et l'éditeur le refile à Francis Dreyfus, qui est donc le producteur de Jean-Michel Jarre, entre autres. Hein, il a produit Christophe, il a produit tellement de gens. Le mec écoute le titre, ce mélange de jazz et rap. Il venait de monter un label jazz qu'il voulait prestigieux. Et la veille, il parlait à ses amis et il disait, vous savez les gars, il parlait un peu comme ça à Francis Dreyfus. Il dit, vous savez les gars, ce qu'il faudrait faire, c'est un truc un peu plus fun. Il faudrait mélanger le jazz avec une culture un peu comme ça urbaine. Et en fait, 3 jours après, ou non, le lendemain, la veille, ça c'était la veille, le lendemain arrive ma cassette VHS, c'était comme ça à l'époque sur son bureau dans les années 90. Et le mec, il tombe par terre et il dit je veux produire ça. Et donc il produit, il nous convoque, il nous raconte évidemment comment tous ses exploits, parce qu'il n'était pas avare de ça. Il nous raconte que pour Jean-Michel Jarre, par exemple, euh, il lit un article euh, où il y a la nouvelle chaîne stéréo qui arrive et à l'époque tout était mono, c'était des pick-up avec une seule enceinte. Et juste avant, il avait reçu Jean-Michel Jarre qui était chanteur et qui arrivait avec des titres dont Les mots bleus de Christophe. Et il trouve que ce mec écrit vachement bien les textes et il lui demande et Jarre lui dit oui, les textes c'est de moi. Ok. Et il dit je sais pas, il faut que je réfléchisse sur ta voix. Je suis pas très très fan, mais repasse me voir dans 2, 3 jours, machin, etc. Et je te donne une réponse. Et il lit cet article, il va pour acheter une de ces chaînes stéréo. À l'époque, c'était pas Darty et tout ça, c'était des mecs qui vendaient un peu tous les ustensiles, les drogueries en fait, en bas de la maison.
Donc lui, il tombe dans un magasin comme ça et le mec lui fait l'article de la chaîne stéréo et il lui dit, tu vois, il y a 2 enceintes et machin. Il écoute et il dit, ok, génial, j'en achète une. Il achète une et il convoque Jar et il lui dit, viens voir. C'est quoi le petit son là que j'entends derrière ta bande là? Et Jar lui dit, ça c'est un nouveau truc, ça s'appelle le synthétiseur. Et il dit, ah ouais, ça me plaît beaucoup ces sons. Et alors c'est quoi? Il dit, bah, c'est comme un clavier, comme un piano, mais ça fait des sons de synthétiseur. Il dit, est-ce que tu peux me faire, t'enlèves ta voix, tu reprends ton titre là, et tu me fais plein de petits trucs comme ça là qui vont de droite à gauche, parce qu'il y a un nouveau truc qui s'appelle la chaîne stéréo qui vient de sortir. Et je suis sûr que ça peut plaire à tous les démonstrateurs de chaîne stéréo d'avoir un vinyle où on a ces petits trucs qui sont faits pour ce nouvel outil-là. Et, euh, et donc, là-dessus, il me dit, voilà, je me suis juste planté quand j'ai produit ce disque. Évidemment, il l'a amené au vendeur qui lui était ravi d'avoir un disque comme ça pour faire les démos. Et il dit, je me suis planté, je pensais en vendre 100 000, j'en ai vendu 1 million d'albums. Donc voilà. Et des anecdotes comme ça, Francis Dreyfus, qui est devenu un mentor, n'en était pas avare. Une fois, il entend à Londres, il se balade, il fait super chaud, il va travailler dans un studio, il sort dehors pour prendre un peu l'air, il entend une mélodie au piano avec une voix sympa, il se dit tiens c'est qui? Il rencontre le mec, il me dit je vois un mec, il était moche comme tout, un peu pouilleux, et je lui dis t'as quelqu'un qui te représente en France? Le mec dit non, il dit bah moi je veux bien te représenter. Le gars dit ok, pas de problème, il signe, et en fait le mec c'était Elton John. Donc voilà, et des histoires comme ça dans sa vie, et des rencontres comme ça, il m'en racontait plein, et notre rencontre a été parsemée comme ça de toutes ces rencontres-là, et évidemment toutes les rencontres que j'ai faites après, puisque encore une autre rencontre dans cette rencontre-là, on signe, on fait beaucoup de télé, ça marche, et son assistante qui dirigeait donc la maison de disques m'appelle et me dit il faut que tu viennes. Et juste avant, je reçois une dame que j'ai rencontrée 2 jours avant, qui s'appelle Yvette et qui s'appelait Yvette et qui était voyante et qui était en contact avec ma mère. Et elle va à la boutique de ma mère, elle lui dit tu sais ton fils avec son disque, il va aller loin, très très loin, très loin. Alors moi je dis à ma mère ouais loin, loin, ça veut rien dire. Oui je vais je sais plus où je devais aller en Europe pour faire un concert. Je dis loin, ça veut rien dire. Elle dit non, 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 elle a dit que tu allais aller loin en Asie. Donc j'arrive à la maison de disques et cette assistante-là me dit écoute David, on a un truc qui est absolument bluffant qui est arrivé. Le Japon te veut absolument pour que tu viennes faire des concerts. Ton disque se vend de ouf là-bas et voilà, ils veulent que tu viennes faire des concerts et interviews et tout le tralala. Donc voilà en gros pour cette rencontre avec Francis Dreyfus qui est là, c'est décédé il y a pas longtemps et qui était un homme merveilleux et je suis vraiment ravi de l'avoir croisé moi et d'avoir commencé d'avoir eu cette chance en tout cas dans ce métier parce qu'on veut tous avoir la chance de pouvoir avoir son titre à la radio ou voir le clip passer, etc. Et le faire avec ce mec-là a été énorme puisque ça a été, je visais moi juste la France, assez modestement et un peu l'Europe et en tout cas le Benelux. Et finalement, ben, ça a été le monde et cette belle aventure a duré 7 ans. Voilà. Et ça a duré 7 ans parce que j'étais tombé en fait sans me rendre compte dans une mode qu'on appelait l'acid jazz et où le jazz se mélangeait avec la musique urbaine. Voilà, ça a donné des grands groupes comme Jamiroquai, Digable Planet, Brand New Heavies, etc. Voilà la fée. Et merci Cabinet Noir. Merci David. Merci pour ce témoignage et cette tranche de vie. On fait ce qu'on peut, hein. Avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a. Exactement. Mais
Je reviendrai sur un autre space pour parler de ma grande rencontre amoureuse. J'en doute pas une demi-seconde. Bonsoir Bénat. Merci d'être monté. Comment tu vas Bénat? Bonsoir les amis. Bah écoute, très bien. Très bien, après une semaine bien chargée, ça me fait énormément plaisir de croiser David sur un space. Peut-être que je sais pas, tu m'as accordé la parole. Non, Bénat, c'est à ton tour. Allez, une confidence, lâche-toi. Bon, alors fais-nous ce plaisir. Bon, des histoires incroyables, j'en ai plein. J'ai eu la chance de faire des trucs de dingue, alors que c'était pas du tout prévu, c'est-à-dire que rien n'était prévu, rien n'a été fait, recherché ou quoi que ce soit. C'était en fait le hasard, les circonstances et surtout les rencontres. Les rencontres. Bon, moi j'ai commencé au tout début des années 80, j'étais passionné par la radio, j'étais un fou de la radio, donc déjà et d'une, et au tout début des années 80 démarrent ce qu'on appelle les radios libres, pour ceux qui ont connu, voilà, qui ont un certain âge, voilà, et donc on démarre donc un certain nombre de stations FM. Je dirais plus que c'est la fin des années, c'est la fin de l'année 81, début 82, et il y a voilà 2-3 grosses stations qui vont se tirer la bourre. On a La Voix de Lézard, Carbone 14, hein, donc voilà, grosso modo, c'était une autre partie c'était Énergie, et de l'autre partie Radio Show. Voilà, donc on est sur cet environnement-là, sur ce milieu-là. Et moi, j'y suis allé au culot, comme ça, j'avais rien à foutre le mercredi après-midi, puis je me suis amusé à téléphoner, à dire, moi, je voudrais être standard, je voudrais aller au standard pour décrocher, parce qu'il y avait des disques à la demande ou des machins, des trucs, mais moi, je veux bien venir, ok, j'y vais, puis je suis allé comme ça, au flanc. Et puis voilà, donc ils m'ont accepté dans leur famille, et puis j'ai rencontré donc l'ensemble de ces gens, et comme à cette époque-là les radios libres, puisque c'était des associations, et donc il n'y avait pas de sous, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de publicité en réalité, donc bon, alors il y avait bien sûr des mécènes qui payaient la partie matérielle, mais pour ce qui était du reste, c'était pour le plaisir en fait de faire de la radio, et puis bon l'ensemble des animateurs, la plupart des animateurs faisaient ça pour le plaisir quasiment, hein, donc bon. Alors, ils avaient des à côté. Et les à côté, c'est que c'était en fait tous les DJ de tous les clubs parisiens que j'ai pu rencontrer, et qui en fait m'ont permis de rencontrer d'autres gens, puisque je suis allé après dans toutes les boîtes de nuit parisiennes sans connaître. Voilà, je ne connaissais pas du tout le milieu de la nuit. J'ai aucune connaissance particulière, sauf que quelques amis, parce que étant plus jeune, j'avais fait quelques jingles. D'où ma folie des jingles pour en fait un film qui s'appelait à l'époque Trocadéro Bleu Citron. C'était un film sur les skateboards à l'époque. C'était un petit film gentil, populaire, voilà. Et donc j'avais fait pas mal de jingles, d'animation là-dessus, parce que j'avais une petite voix un peu titi parisien à l'époque. Voilà, donc j'avais pas du tout l'accent ni pied noir ni machin, mais j'avais plutôt l'accent titi parisien, donc ça faisait rire tout le monde, et donc c'est comme ça que j'ai un peu commencé dans ce milieu-là. Puis ensuite après voilà la radio, et puis après j'ai rencontré d'autres gens, le milieu de la nuit, et alors que j'étais relativement jeune quand même, mais bon, comme je faisais plus vieux que mon âge, je sortais le soir tard, la nuit, et puis bon de rencontre en rencontre, et voilà, on élargit ses cercles. Et puis il arrive une année où voilà, je rencontre un pote qui habite Antibes, qui faisait des études de marketing, un fou de cinéma, qui avait envie de travailler aux États-Unis. Il part aux États-Unis, il travaille pour une grosse boîte de distribution hollywoodienne, pas très connue, mais je veux dire internationalement, mais un petit nom quand même, qui était un petit peu connu. Donc bon. Et puis il me dit, écoute, si tu fais rien au mois de mai, viens avec moi, je fais le festival de Cannes. Voilà, donc je me retrouve, je dis, ouais, d'accord, je veux bien, d'accord, pas de souci, etc. Puis bon, je devais avoir 21 ans, 20 ou 21, non, 20 ans, parce que c'est justement mes 20 ans, justement, c'est ça l'histoire. C'est que en fait, c'est l'anniversaire de mes 20 ans. Et donc, j'arrive à Cannes, je prends l'avion tout seul, et je prends 15 jours de vacances. Je sais plus comment ça s'était passé, mais enfin, j'avais pu obtenir
des congés, j'arrive, je descends. La première fois de ma vie, je loue une voiture, donc un véhicule de location. Je me souviens, c'était un truc, c'était les premières agences ADA, les trucs qui étaient des agences de location d'occasion, parce qu'ils louaient des voitures d'occasion à l'époque. Et donc, moi, parce que j'ai pas le fric, hein, je pas, voilà, donc je me suis dit, bon, déjà, c'est déjà merveilleux que je puisse avoir ça. Je prends la bagnole, une AX blanche. C'était pas une voiture de prestige, hein, franchement. Et puis, mon pote, lui, Royal au bar, puisqu'en fait, il est au Carlton, il travaille pour une société, il travaille pour une entreprise. Donc, bon, il a une chambre là-bas qui a fait à la fois office de chambre et de bureau. Bon, bah, en plus, c'est un gars du cru, il habite Antibes, enfin, il est né à Antibes et tout ça, donc bon. Et donc, j'arrive directement, je descends, j'arrive. Moi, j'avais un petit appartement, enfin, mes parents avaient un petit appartement pas très loin de Cannes, machin, etc. Donc, bon, je me pose, je reprends la bagnole, et puis il m'appelle, il me dit, écoute, ce soir, c'est l'ouverture du festival. J'ai réussi à avoir 2 places pour l'ouverture du festival. Ok, d'accord, ok, bon, bah très bien, super, ok, machin. Donc vas-y, je me prépare, je mets le smoking, machin, parce que c'est smoking, hein, obligatoire et tout. Donc puis j'arrive et il me dit, bah, écoute, rejoins-moi au Carlton. Et puis bon, bah moi, culotté comme je suis, pour rien à foutre de tout. Donc bon, j'arrive avec mon AX blanche au Carlton directement, puis je le file au chasseur, quoi. Je m'emmerde même pas, je donne la bagnole au chasseur. Il me prend la voiture, je monte directement à la chambre. Et puis j'attends, parce que bon, c'était à 19h précise, l'horaire, et donc il fallait que je sois à 5h30, 6h, voilà, à l'hôtel. J'arrive à l'hôtel, et puis là je l'attends, il était en rendez-vous avec des clients, donc je me trouve dans le couloir à attendre, machin, j'attends, et puis bon, 20 minutes avant l'heure fatidique de 19h, les clients se barrent, donc bon, ensuite après je rentre dans la chambre, je dis bon, pote s'appelle Jérôme, je lui dis écoute Jérôme, putain merde, on est super à la bourre, c'est à 19h, voilà, je viens de voir les places, on va être dans la merde. Non, je me prépare tout de suite, t'inquiète pas, il était même pas prêt en plus. Il se change, il va dans la douche, machin, ci et l'autre, et bon, on sort de l'hôtel à 19h tapante. Et puis bon, à l'époque, c'était pas aussi sécurisé qu'aujourd'hui, etc. Donc tout le monde pouvait aller et venir, etc. Puis finalement, on descend de l'hôtel, et puis on prend un taxi. On prend un taxi carrément pour nous amener au palais, qui se retrouve à peu près à aller 700-800 mètres. Mais le temps d'aller à 700-800 mètres, à pied, on aurait mis un quart d'heure, 20 minutes. Et puis on prend le taxi, on arrive, et puis on arrive juste devant, et puis bon, le mec nous ouvre, machin, la porte, machin, on sort, smoking et tout, bon. Et puis on va pour faire donc là ma première montée des marches. Bon. Je fais ma première montée des marches, le truc déjà vraiment super, un truc de fou, quoi, un truc de malade. Mais le truc qui est encore plus fou, c'est que les mecs nous font patienter. Et en fait, on se rend compte que finalement, étant arrivé un peu plus en retard, on arrive non seulement, il y a tout le jury du festival qui en fait est juste derrière nous, avec des immenses stars, des Anthony Quinn, des Fanny Ardant, des machins, Et on se retrouve, parce que c'était pas aussi organisé que ça ne l'est aujourd'hui, on se retrouve à faire la montée des marches avec une trentaine de stars. Mais alors, c'était un truc de dingo. Moi, je me retrouve en plein milieu. Et puis, je vous rappelle qu'à l'époque, c'était dans les années 90, voilà, 90, je crois, 89 ou 90, il faut que je retrouve la date. Et à l'époque, il y avait une seule chaîne de télé qui diffusait ça, c'était Canal+. Et c'était super regardé. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien. Donc, il y avait, en plus, Canal+, c'était une jeune chaîne de télé, machin. Donc, ça bougeait bien. Puis, les gens adoraient aller regarder les montées des marches du festival. Et moi, je me retrouve, finalement, à passer à la télé, à faire la montée des marches. Alors que je ne suis pas un mec du cinéma, je connais personne dans le cinéma, mais vraiment. Et je me retrouve comme ça à faire la montée des marches là-dessus. Et j'ai passé 15 jours de festival où... Bon, après, je ne veux pas vous raconter parce que ça pourrait durer des heures, mais honnêtement, j'ai passé les 15 jours de folie à faire toutes les plus grandes fêtes, à faire, je faisais quasiment toutes les montées tous les soirs, et puis en plus de ça, la majeure partie du temps, les films étaient pourris, et c'était vraiment catastrophique. Et le pire, c'est que en fait, je fais le festival, et on finit le festival avec des trucs encore plus de fous, des histoires de malades, enfin bon, à tel point que même
j'allais dire le gardien, non, pardon, le concierge de l'hôtel Carlton. J'en ai encore son nom. Il me disait, mais comment vous arrivez à faire? Mais c'est pas possible parce qu'en fait, on dormait 4 heures par nuit. Même pas. Et on rentrait, il était 4 heures du matin, et puis lui, il commençait à bosser à 8 heures, 8h30, parce que de la chambre, ça changeait en bureau, enfin bon, tout le team, et puis on repartait, et ça a été 15 jours de folie furieuse, où alors là, il pouvait se passer une guerre atomique, machin, etc. On est complètement dans une bulle, complètement avec des fêtes pas possibles, où je trinque, je bois du champagne avec le James Bond de l'époque, qui était Timothy Dalton, avec Valeria Colino. Je me retrouve en dîner privé à la Villa UGC, au Suquet, pour ceux qui connaissent à Cannes. Et voilà, je passe une soirée de fou. Heureusement d'ailleurs qu'il y avait Valeria Colino, parce qu'elle parlait français et que moi je parlais très mal l'anglais. Et c'était une catastrophe, et qu'avec Timothy c'était impossible de parler. Mais enfin, je trinquais avec James Bond, quoi. Mais à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait même pas les appareils jetables. Donc c'était... je regrette simplement de cette époque-là, parce que j'ai aucun souvenir photo. Si, les seuls souvenirs que j'ai, en fait, c'est les montées de marche, parce que les montées de marche, elles étaient filmées. Et j'ai quelques rushs, en effet, que d'ailleurs j'ai dû repayer chèrement à TF1, mais je les ai quand même achetés parce que, bon, voilà. Donc ça, c'était un souvenir perso que j'ai encore en cassette VHS. Il faudrait d'ailleurs que je les... Voilà quel était mon souvenir de mes 20 ans. Voilà. Donc, Merci beaucoup, Benat. Voilà l'histoire. Tu nous as l'histoire embarqués, là. À Cannes, le festival, la montée des marches, Canal+, la grande époque. Ah oui, c'était un truc de dingue, quoi. Moi, je me suis retrouvé dans une histoire où j'avais, enfin, je veux dire, c'était pas du tout mon milieu, mais j'ai joué le jeu à fond la caisse, et puis avec des drôleries, des déconnades complets, puis j'étais pas du tout, moi, je me prenais pas du tout au sérieux, je m'en foutais complètement. C'est après le retour. C'est au retour où je vois tous mes potes, on me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es garde du corps ou quoi? Mais dis-moi, on te voit tous les soirs te faire la montée des mains, mais qu'est-ce qui se passe? T'as changé de boulot? T'es devenu, tu parles dans le cinéma? Mais enfin bon, pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Voilà, les amis, c'est tout ce que je voulais vous raconter. Voilà, mes 20 ans, les 20 ans de Benat. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour le partage. Merci, Benat. Bonsoir, Leïla. Bonsoir. Bienvenue sur Fragment. Merci pour ce joli space qui est plein d'émotions, de joie, de bonheur. Merci beaucoup. Je passe un très bon moment, et je me suis dit, est-ce que je raconte ma plus belle rencontre? J'ai dit oui, non, je sais pas. Que oui. Allez. Alors, j'ai fait plein de rencontres dans ma vie, mais j'en ai une qui m'a particulièrement le plus touchée. Alors, j'ai 40 ans, je fais un bilan de vie, et alors il y a tout un cheminement qui a été, toi tu connais, hein, l'a fait plus ou moins difficile, avec une envie folle de réussir dans la vie. À 20 ans, je me lance dans le milieu professionnel. Je suis quelqu'un de très solitaire, hein, depuis toute petite. Hein, je connais très peu de monde. J'ai très peu d'amis. J'en ai pratiquement pas d'ailleurs. Je suis quelqu'un vraiment qui vit dans sa petite bulle, et pendant toute ma vie, jusqu'à l'âge de 40 ans, où là, je divorce, je me sépare, je perds ma maman. J'ai réussi, certes, hein, professionnellement, tout va bien. Mes enfants, je les ai élevés dans ce que je voulais, et là, le burn, je dirais pas un burn-out parce que je ne sais pas ce que c'est, mais disons un mal de vivre total, parce que là, je suis de nouveau seule, comme depuis mon enfance, comme ça. Et puis, j'étais vraiment pas bien, et je prends mon vélo, j'adore faire du vélo, et je vais sur le bord de mer. Je m'assois sur la plage, et bien sûr, je pleure, et je fais le point de ma vie. Je me dis, t'as toujours couru, t'as toujours voulu tout, une ascension sociale, et puis là, tout part en vrille, quoi. Il y a plus rien, il y a plus de maman, il y a plus de famille, tout est disloqué, etc. Et je m'allonge, et je pleure, ma grosse larme.
Et d'un coup, soudainement, je sais pas si les gens sont croyants ou pas croyants, j'en sais rien. Je regarde, je me relève et je m'assois et je regarde l'horizon au loin. Et au loin, je vois quelqu'un me sourire. Et à ce moment-là, je ferme les yeux et je me dis qu'est-ce que je vois au loin. Et puis je vois comme un enfant en fait. Et soudainement, je suis replongée dans mes souvenirs d'enfance en fait. Et je revois cette petite fille en Tunisie, gambader dans la plaine. Je revois cette petite fille qui sourit, qui est pleine de vie. Je revois cette grand-mère qui me prenait dans ses bras. Et je me dis... et puis en fait, je me revois enfant, avec tous ces rêves. L'enfant qui a envie de grandir, l'enfant qui a envie d'être la plus belle. Et puis je revois ces moments de bonheur avec une femme qui était très tendre, ces moments où on partage des mots d'amour, ces moments où on a la paix, on a cette enfance qu'on oublie souvent, cet enfant qu'on oublie. Et en fait, je sais pas si c'est on appelle Dieu qui me ramène finalement à la vie en me disant non, t'as pas le droit d'arrêter. Peut-être qu'aujourd'hui tout est noir, mais aujourd'hui tu te rencontres toi. Tu vas vers ta vérité, vers toi-même. Et en fait, ce jour-là, parce que je revois cet enfant qui finalement rêvait de devenir magicienne. Quand j'étais petite, je sais que quand j'étais enfant, on me disait qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grande? Je disais je veux être magicienne. Alors j'ai dit pourquoi? Je dis pour transformer le monde. J'étais une Amélie Poulain, enfin de l'époque. Et en fait, je me suis dit mais en fait, tu peux le devenir magicienne aujourd'hui. Et j'avais envie simplement de raconter cette rencontre parce que je crois que c'était la plus belle rencontre qu'on peut faire. C'est celle qu'on peut faire avec soi-même pour se réconcilier avec l'enfant qu'on a été et avec tous les rêves qu'on oublie parfois, avec cette innocence qui finalement part en vrille lorsqu'on a envie de, comme j'ai fait pendant 20 ans de ma vie, à courir, à vouloir atteindre quelque chose qui finalement m'apaisait pas. Et de ce moment-là où j'étais assise, j'ai vu cet enfant me sourire. J'ai vu cet enfant me dire « Attends, t'es encore là, t'es en vie, et tiens, prends ma main, et viens, et continue ta route. » Je peux vous garantir que j'ai ouvert les yeux et je me suis sentie d'un coup quelqu'un d'autre, malgré le deuil, malgré la séparation, malgré ce moment très difficile de vie. Je me suis sentie forte. Je me suis sentie comme quelqu'un qui finalement avait retrouvé goût à la vie en un instant de seconde parce que tout simplement, je me suis rappelé ce que j'étais et rappelé l'enfant qui avait plein de désirs et de rêves. Et voilà, ça a été la plus belle rencontre. Et de ce jour, ma vie s'est transformée parce que d'un coup, je suis devenue magicienne de ma vie. C'est-à-dire, j'ai pris une baguette magique et je me suis dit, voilà, aujourd'hui, c'est ta vie. Et l'enfant, quand elle était petite, qu'elle disait elle voulait devenir magicienne, elle va le devenir. Et je peux vous garantir, ça m'a donné tellement de force que j'ai pu me remonter, j'ai pu reconstruire une vie. Je vous parle de cela il y a 20 ans. Et ben, c'est peut-être aujourd'hui, vous savez, les seules photos que j'ai de moi enfant, c'est mon imaginaire. C'est peut-être pour ça aujourd'hui, je fais plein de photos de mode et tout, quelque part pour me réconcilier avec mon passé. Mais en même temps, c'est pour ne jamais oublier que lorsqu'on va mal et lorsqu'on n'est pas bien, on doit penser à l'enfant qu'on a été. Et à chaque fois que moi je vais mal, je vais m'asseoir sur le bord de mer et je regarde l'horizon. Et je peux vous garantir que cet enfant revient en moi et me redonne toutes les forces. Voilà, c'est ma plus belle rencontre, c'est de retrouver goût à la vie grâce à l'enfant que j'ai enfin réconcilié avec moi-même. Voilà, tout simplement.
La rencontre avec soi. Merci beaucoup, Leïla. Merci pour ce témoignage touchant et puis pour avoir ce courage de se raconter comme vous l'avez eu, en tout cas tous et toutes. Et merci, Leïla, aussi pour tous tes posts quotidiens, ces bulles de bonne humeur, de couleur, de beauté, qui sont des bulles très touchantes, mais qui sont des vrais bonjours du matin numérique, j'ai envie de dire. Voilà. Alors Leïla, elle est présente sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter. Elle est aussi, bien sûr, c'est une passionnée de mode. C'est une passionnée du vêtement, mais c'est surtout une passionnée du beau. Voilà. Merci à toi, Leïla. Merci beaucoup. Je vais dire simplement une chose, c'est que lorsqu'on veut rencontrer des gens extraordinaires, moi je sais qu'après cette histoire-là, j'ai rencontré plein de gens extraordinaires parce que tout simplement, il faut simplement ouvrir les yeux. Parce que la vie nous offre des gens extraordinaires, notamment, quelqu'un a dit sur les spaces, on rencontre des gens, on rencontre des bonnes âmes, on rencontre parce qu'on dialogue, parce qu'on s'ouvre, et je crois c'est important aussi. Les rencontres ne peuvent pas se faire si on parle pas avec son cœur. Voilà, ça c'est important. Je crois que il faut un moment lâcher prise et dialoguer parce que c'est important. C'est la magie de la vie en fait. Voilà. Merci. Merci à toi, Leïla. Ouais, effectivement, la magie de la vie. Et c'est vrai que quand on commence à s'autoriser, à se dire que finalement j'y ai droit aussi, mais pas le droit dans le sens je veux absolument et c'est comme ça, pas autrement. Non, c'est juste se dire je n'ai pas d'enjeu, je n'ai rien à perdre. Et ça, c'est un leitmotiv qu'on n'apprend pas forcément, qui est pas forcément inscrit, en tout cas dans nos schémas de pensée, parce que il y a souvent des rigueurs qui sont liées à l'éducation. On nous apprend à nous tenir correctement, à ne pas adresser la parole facilement, etc., etc. Donc, on est plutôt élevé avec des peurs, avec toujours ce côté méfiant. Mais quand on arrive à se connecter avec justement ce que tu appelles ton enfant intérieur, en tout cas l'enfant libre, cette partie de soi qui a été, qui n'est plus, mais qui a été. Et c'est cette partie quelque part certainement qui nous construit. Ce moment où on a eu ses rêves. On s'est projeté en disant mais quand je serai grande, voilà, ce sera comme ça, ou j'aurai ça, ou je deviendrai ça. Et puis la vie passe comme un rouleau compresseur. Et il y a des moments où on peut s'arrêter et se poser la question de se dire ok, alors qu'est-ce que j'ai pu réaliser, pas réaliser, où j'en suis? Qu'est-ce que j'ai envie? Quelles sont mes envies? Quels sont mes désirs? Qu'est-ce qu'il me reste à accomplir encore pour grandir, mais surtout pour me sentir vivante ou vivant, peu importe. Mais en tout cas, sentir ce qu'on appelle la vivance. Donc, faire ce qui nous fait du bien. Alors, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais on se rend compte que dans la rencontre, il y a toujours, quand on écoute les témoignages, ou en tout cas quand on a cette capacité à savoir écouter, il y a un moment indicible. Comme si finalement, quoi qu'on fasse, où qu'on aille, ce moment est quelque part inscrit. Alors ça peut paraître complètement mystique comme ça, mais c'est pas forcément relié à de la mystique. Comme si finalement cette vie décidait aussi pour nous quelque part. Mais si on laisse aller, comme tu dis, si on arrive à lâcher prise, effectivement, ça peut ouvrir à des opportunités incroyables. Déjà en commençant à sourire à soi, à sourire à la vie, à se dire que finalement je vais me méfier des uns et des autres. Eh bien non, je vais un petit peu moins me méfier, je vais peut-être laisser aller, en tout cas leur laisser la possibilité de me montrer, de me faire découvrir ce qu'ils sont. Voilà, comme Christine tout à l'heure qui est partie en Kabylie et qui a fait une rencontre incroyable, voilà, auprès de ces femmes de ce village, et tout est dans l'émotion finalement. Il y a des fois des rencontres qui sont tellement dans l'indicible qu'on ne peut pas les raconter, qu'il n'y a pas forcément de mots. C'est comme certaines douleurs, il y a des fois pas de mots pour pouvoir les décrire, ça n'existe pas si on n'expérimente pas, si on ne les traverse pas.
Mais cette capacité-là de résilience, en tout cas, moi je l'entends quand je reçois mes invités et que tout d'un coup, ça y est, ça lâche. C'est-à-dire que ils partent. Il y a plus de studio, il y a plus de micro, ça y est. Et là, on a quelque chose de pur en fait, parce que on ne parle pas à quelqu'un, mais on parle à tout ce qui peut nous entendre, à tout ce qui est en capacité de nous écouter. C'est ça qui est beau dans la rencontre aussi. Et puis après, il y a les rencontres qui forgent, bien sûr, celles qui font changer des parcours, des destins de façon complètement inouïe. Ça peut être une rencontre sentimentale ou professionnelle qui fait qu'on va changer de pays, on va changer complètement de culture, même de façon de vivre. Mais notre capacité d'adaptation, la façon dont on va pouvoir accueillir ça, va nous permettre aussi de le vivre le mieux qui soit en tout cas. Alors, puisqu'on arrive plus ou moins sur la fin de notre space de fragments de vie, eh bien moi je vais vous raconter une histoire qui n'est pas mon histoire, mais qui est l'histoire d'une rencontre qui m'a été racontée par ma maman. Et c'est une histoire qui m'a longtemps accompagnée. Pour avec laquelle j'ai grandi, où je me suis dit que finalement dans le pire peut se trouver le meilleur, etc., etc. Donc ma maman était une toute petite fille, elle devait avoir 7-8 ans à l'époque, dans ces montagnes de Kabylie. Elle était gardienne de chèvres, elle était bergère. Et puis la guerre est arrivée. Et au plus fort moment de cette guerre, elle était donc dans ce village éloigné. Les hommes étaient dans le maquis et les femmes restaient au village pour garder les enfants et puis les animaux. Les soldats sont arrivés, des soldats français. Donc elle s'est sauvée, elle est partie en courant dans la forêt et elle a été rattrapée par un soldat. Donc elle s'est retrouvée à terre et avec contre elle donc en joue par le fusil de ce soldat qui était un jeune homme. Et elle me dit, il avait des yeux si bleus, mais si bleus que je ne savais plus si c'était ses yeux ou le ciel. Et en même temps, j'étais tellement dans ma peur que je n'ai vu que ses yeux. Et ce soldat lui dit, sauve-toi. Il aurait pu lui tirer dessus, il ne l'a pas fait. Donc elle s'est sauvée. Des années plus tard, elle est arrivée en France, elle a passé son certificat d'études et à l'époque, c'était les cours Pigier pour devenir sténodactylo parce que c'était la profession qui était très très recherchée. Et donc elle décroche son diplôme. Et elle répond à une annonce. Donc, elle rentre dans ce bureau pour l'entretien, elle s'assoit et elle regarde ce visage, ce monsieur qui était en face d'elle, et ce monsieur la regarde. Et elle me dit, il y a eu le temps s'est figé, le temps s'est arrêté parce que ces yeux-là, je ne pouvais pas les oublier. Et en fait, de l'autre côté du bureau, c'est ce fameux soldat qu'il avait mis en joue des années auparavant dans ce fameux maquis, qui aurait pu la tuer mais qui ne l'a pas fait, qui lui a sauvé la vie en lui disant sauve-toi. Et ce jour-là, elle se retrouvait en fait devant son premier employeur qui s'appelait Monsieur Bruno et avec lequel elle a travaillé pendant des années, qui a été son mentor. Et vous voyez, la rencontre finalement dans la guerre, dans le pire, des fois, il y a des instants comme ça suspendus où l'humanité fait place, où l'intelligence fait place. Et alors, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ce destin ? Qu'est-ce qui a fait que des années après, elle se retrouve face à ce monsieur Bruno ? On ne le saura jamais. En attendant, il l'a longtemps accompagnée, il l'a longtemps formée. Et grâce à lui, voilà, elle a eu une carrière professionnelle très très intéressante. Voilà. Moi, c'est une histoire qui m'a énormément touchée parce que au-delà de l'aspect anecdotique, parce que la guerre, parce que la petite fille, etc., c'est finalement cette part d'humanité qu'on peut retrouver dans des moments les plus improbables. Voilà, c'est comme dans des situations d'urgence où tout d'un coup, on est prêt à tout ou à rien, mais il y a ce fil invisible qui fait que voilà, on va agir ou réagir complètement différemment et ça peut modifier complètement le cours de notre vie. Voilà, comme de dire je suis née ici et pas ailleurs. Donc finalement
cette vie-là, je l'ai parce que je suis née ici. Mais si j'étais née ailleurs, ça aurait été différent. Si j'avais rencontré d'autres personnes, je serais devenue quelqu'un d'autre, etc., etc. Mais si on fait la masse, en tout cas, si on regarde toutes les rencontres qui chevauchent, en tout cas qui jalonnent cette vie qu'on peut avoir, on se rend compte à quel point finalement on est pétri et on est empreint de ce qui nous a fait du bien, de ce qui nous a fait du mal aussi, parce qu'il y a ce qu'on appelle les mauvaises rencontres, quelles qu'elles soient, qui vont nous blesser, qui vont nous heurter, qui vont peut-être nous laminer, qui peuvent même nous détruire. Mais il y a toujours cette possibilité de se relever. Il y a toujours une ressource, il y a toujours cet instinct de survie qui va faire qu'on va à un moment ou un autre être capable de se dépasser pour continuer à vivre ce qu'on a à vivre. Mais surtout, quelle qu'elle soit, réaliser ses rêves. Aller au bout de ses rêves, aller au bout de ses envies, de ses désirs, vaille que vaille, parce qu'il n'y a rien à perdre. Ce qui nous attend finalement, c'est une boîte au fond d'un trou. Donc, avant d'y arriver, ma foi, on peut le tenter. Qu'est-ce que t'en penses, Cabinet Noir? Oui, tout à fait. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres personnes qui souhaitent monter pour nous raconter une rencontre, eh bien c'est pas bien grave parce que je pense qu'on va être amené avec le Cabinet Noir à faire une seconde édition sur un autre thème. Pour que vous sachiez, c'est que l'enregistrement de ce space va être transformé en podcast. Nous allons découper tous les témoignages et donc ça fera l'objet d'un podcast bonus et bien sûr à la rentrée vous retrouverez de nouveaux épisodes. Il y a un épisode en cours qui est celui de Mamadou, alors qui est aussi une rencontre incroyable. Mamadou, c'est l'épisode 6 de Fragment que j'ai rencontré mais alors complètement par hasard lors d'un salon Vivatech. Et en fait on faisait des stands avec Zora, on cherchait des sous pour des projets et ce grand gaillard d'1m98 m'a percuté et il me dit excusez-moi, vous êtes une start-up? Alors je lui dis non, on n'est pas start-up, mais vous êtes qui? Il me dit moi je développe mon appli et il commence à me raconter son histoire. Et là je lui dis toi mon gars, je vais te prendre dans mes filets, tu m'intéresses. Voilà, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé au studio et qu'on a pu faire ce podcast Fragment. En tout cas, moi j'ai eu un réel plaisir à partager ce moment avec vous, à vous écouter. Merci pour votre courage, pour votre bienveillance et pour vos témoignages évidemment. Merci à tous. C'est top, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. À très vite, à très bientôt. Bye bye.